à tous, bienvenue dans 10 minutes pour comprendre. Comme chaque semaine, nous allons revenir sur un sujet de l'actualité et le décrypter avec notre expert François Durper. Bonjour François. Bonjour Hélène. Alors vous êtes professeur à l'université, vous êtes historien, vous êtes également le spécialiste des États-Unis et ça tombe bien, vous allez voir aujourd'hui le sujet, c'est le rehoming, c'est un phénomène bien. américain, Ouais. je le prononce bien, d'accord. Est-ce qu'on peut commencer déjà par expliquer ce qu'est le rehoming à nos téléspectateurs? C'est très simple, rehoming, ça veut dire changement de domicile pour les enfants, ça veut dire réadoption. C'est-à-dire que en Europe, dans tous les pays du monde, un enfant il peut être adopté. Aux États-Unis, c'est pas ça, un enfant il peut être adopté, réadopté, réadopté, et donc il peut avoir plusieurs familles, et il peut y avoir des transactions entre les familles qui se passent et qui s'échangent les enfants. Alors soit directement, les familles entre elles, soit par l'intermédiaire d'agences d'adoption qui en plus n'ont pas nécessairement intérêt à ce que les adoptions se passent bien, puisque si l'enfant est restitué à l'agence, eh bien il y a à nouveau une transaction. L'agence prend ses taxes et ses 3000 la commission, 3500 $ environ de commission à chaque fois que l'enfant est réattribué à une famille. Voilà ce qu'est le rehoming aux États-Unis. Alors c'est vrai qu'il y a un documentaire extrêmement intéressant qui est passé sur France 5 et on va en regarder quelques images. Ce papa, le voici. C'est pour lui que Frank a réuni ses dessins. Il s'appelle Tom, il est professeur, n'a pas d'enfant. Pour l'association, c'est un candidat idéal, mais lui a une autre vision de ce qui se joue ici. Je suis venu il y a quelque temps à un événement comme celui-ci, sans rien attendre de particulier. Franck était là, on s'est bien entendu. La semaine suivante, son éducateur m'a appelé. Ça s'est passé super vite. Il m'a dit « Viens la semaine prochaine, on verra comment ça se passe. Si ça prend entre nous, on poursuivra. Sinon, c'est pas très grave. Je n'ai rien à perdre, rien à gagner. » C'est ce que doit gérer l'association aujourd'hui. Ce grand écart entre les attentes de Tom et celles de Franck. Allez-y, c'est à vous. Franck a les capacités pour accomplir de grandes choses dans la vie. En s'élançant sur le tapis rouge, Franck a un peu l'impression de jouer son avenir. Franck veut faire partie d'une famille et être aimé. À la fin du défilé, il a 2 heures pour convaincre Tom de l'adopter. La suite logique, ça serait de passer des week-ends ensemble, de faire des sorties, et au fur et à mesure des jours et des semaines, peut-être m'installer chez lui définitivement. Et commencer vraiment quelque chose à partir de là. Tu croises les doigts? Oui, les doigts de la main, ceux du pied et même les bras. Pour aller au bout de cette réadoption, Tom doit débourser 5 000 € de frais de procédure. C'est 2 fois moins cher qu'une adoption classique. Le futur papa a même droit à une période d'essai. Tom va prendre le jeune garçon quelques mois chez lui, le présenter à toute sa famille, avant d'être sûr de le réadopter. Alors vous avez vu, ces images sont incroyables, elles sont accablantes, on a presque l'impression que c'est un marché d'enfants. Oui, c'est un marché d'enfants. Donc les enfants peuvent être amenés, vous voyez, à défiler comme des petites miss et petits misters, et se mettre en valeur et avec cette voix qui dit, ben voilà, là vous avez Kevin qui a tel âge, qui va à l'école, qui est un bon élève ou un mauvais élève. Enfin, on cherche à mettre. C'est un peu glauque. Autre phénomène, tout simplement des petites annonces. Et maintenant, avec le net, sont soit des sites, soit des réseaux sociaux. D'ailleurs, Facebook a mis un petit peu le haut là, mais il y a encore des réseaux sociaux où il y a ces petites annonces. C'est très simple. Nous venons d'adopter une petite chinoise. Le courant ne passe pas. Est-ce que une famille peut prendre cette petite chinoise à la maison? Nous avons adopté un garçon qui est malade. Nous n'avons pas les moyens de le faire soigner. Est-ce qu'une famille ne voudrait pas l'adopter? C'est l'ampleur que ça prend qui est c'est en fait en quelque sorte une sorte de marché d'enfants. Alors comment se fait-il que la loi américaine permette ce phénomène?
Alors d'abord, il n'y a pas une loi américaine en matière d'adoption, mais des lois américaines en matière d'adoption, parce que ce n'est pas un État centralisé comme la France, les États-Unis, c'est un État fédéral. Donc comme il y a des paradis fiscaux, il y a des États qui sont des paradis d'adoption pour les parents. C'est par exemple la Californie. Si vous voulez adopter très facilement un enfant, vous allez en Californie, vous adoptez très facilement. Mais il y a quand même quelque chose de très différent par rapport aux autres pays du monde, et en particulier les sociétés européennes, c'est ce qu'on appelle l'adoption ouverte. Dans un pays comme la France, depuis en particulier 1966, vous avez le secret dans l'adoption. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir de transaction directe entre les parents biologiques et les parents adoptants, suite à l'affaire Novak, notamment dans les années 60. Aux États-Unis, ce n'est pas ça. D'abord, c'est pour éviter le vide généalogique, on a permis à ce que l'enfant puisse connaître ses parents biologiques et qu'il puisse y avoir des relations entre le parent biologique mais en fait, oui, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça n'a pas forcément des effets très positifs parce que il peut y avoir des relations entre les différents parents. C'est une relation en chaîne, on connaît les parents biologiques et on finit par se passer les enfants de famille adoptante en famille adoptante et donc on voit se développer ce phénomène de rehoming. Alors, quelles sont les conséquences pour les enfants? On imagine que si ça se passe bien, ça peut être très bien, mais ça peut être aussi terrible. Oui, enfin ça se passe rarement très bien quand vous changez de famille plusieurs fois. De nombreux psychiatres aux États-Unis ont montré que c'était un phénomène de abandon, un phénomène de multideuil en fait. Vous perdez une première fois votre famille, vous la perdez une deuxième fois, vous la perdez une troisième fois. Donc c'est extrêmement nocif pour le développement de l'enfant. Deuxième point, c'est un signal donné aux familles. Alors quand vous adoptez un enfant, ce n'est pas jusqu'à ce que la mort vous sépare, c'est jusqu'à ce qu'il y ait la première crise. Mais en matière d'éducation, des crises, vous attendez l'adolescence et il y en a plein. Donc ça veut dire, à la première crise, est-ce que vous avez le droit de dire, de mettre une petite annonce, là c'est plus possible, récupérer notre ado. Donc vous voyez, et évidemment, dans sa forme la plus extrême, c'est l'enfer des enfants, c'est le paradis des parents maltraitants, voire des pédophiles. Il y a eu un certain nombre de déviances, mais effectivement, les pédophiles se mettent sur ces sites et peuvent avoir accès aux enfants. Il y a eu plusieurs affaires aux États-Unis qui ont mis l'accent là-dessus. D'accord. Alors, quelle est concrètement l'évolution de ce phénomène? On voit que les psychiatres en parlent, que Facebook met le haut là. Quelle est l'évolution? Alors, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'États américains qui ont interdit le rehoming. Il faut savoir que c'est très difficile de l'interdire, en particulier ce phénomène de petite annonce. Il y a le premier amendement des États-Unis. Le premier amendement à la Constitution américaine, c'est la liberté. Donc, la liberté d'expression, la liberté d'adoption, mais à un moment donné, on a opposé quand même la liberté des parents et le bien-être des enfants. Donc il y a quand même 9 États qui ont interdit le rehoming, qui ont interdit également ces petites annonces par le biais de la presse ou par le biais d'Internet. Et des pays ont même interdit l'adoption de leurs enfants auprès de parents américains. C'est le cas notamment de la Russie. Alors on sait les dissensions entre la Russie et les États-Unis, mais c'est le cas aussi du Congo. Donc il y a plusieurs États, vous voyez, qui freinent. Donc on peut penser, dans les années qui viennent, que la Cour suprême des États-Unis aura statué sur ce phénomène dans l'intérêt des enfants. Et c'est le paradoxe, parce qu'on a beaucoup parlé des États-Unis en termes de pays où l'enfant est roi. Là, pour le coup, l'enfant n'est pas roi. D'accord. Eh bien, merci beaucoup François pour ces informations, pour ce décryptage. Hélène. Merci à vous de nous avoir suivis. Surtout, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux si vous voulez nous donner votre avis avec le hashtag 10MPC et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sujet d'actualité avec François Durper. Et en attendant, gardez bien les yeux ouverts.